En 1939, les travaux d'extension des lignes 5, 7 et 8, respectivement vers Pantin, Ivry et Charenton, sont presque terminés, mais la guerre stoppera net l'effervescence des précédentes années. Le 12 juillet 1939, le réseau parisien ressemble à ça. 6 semaines plus tard, la guerre est déclarée. Le 2 septembre, 4 lignes sont totalement interrompues, toutes les autres le sont partiellement. Seuls 93 km et 58 stations sont exploitées sur les 159 km et 235 stations de l'époque. Le service a finalement repris progressivement. En novembre, seules les lignes aériennes, menacées par les bombardements, sont encore fermées. En juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. L'exode des habitants fait chuter la fréquentation du métro à 300 000 voyageurs par jour, un vide record depuis son ouverture. Cependant, avec l'armistice en 1940 et le début de la période d'occupation, la population est peu à peu de retour, la vie reprend, et à la fin de l'année, le trafic du métro s'accroît terriblement jusqu'à atteindre pour la première fois le milliard de passagers en 1941. Cette fréquentation record avec des pics à 2 millions de voyageurs par jour est due à la pénurie d'essence qui frappa les autobus, mais surtout à la disparition complète du tramway en 1937, faisant du métro la seule solution de transport pour les habitants, avec la bicyclette. Pendant l'occupation, le métro parisien devient le point de rencontre de tous les habitants de Paris et ses couloirs, quais et trains, autant de lieux de cohabitation entre soldats allemands et citoyens français. La CMP est alors forcée de collaborer avec les forces occupantes car la préfecture de la Seine, en lien avec la volonté des autorités allemandes, l'oblige à dresser un compte-rendu de tous les incidents se produisant sur son réseau et notamment ceux impliquant des soldats allemands. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a un relevé très précis de tout ce qu'il s'est passé dans le réseau pendant les 4 années d'occupation. Les agents de la CMP ont été témoins de 325 incidents, dont un tiers de disputes entre employés et soldats allemands, 28 attentats, 9 bombardements, 17 coups de feu accidentels, 28 coups de feu intentionnels et 3 cadavres retrouvés morts sur le réseau. On peut donc très bien imaginer l'angoisse des passagers de l'époque quand ils devaient prendre un métro bondé, collé aux officiers de la Wehrmacht. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui commettent le plus d'infractions, vu que même s'ils ont la gratuité sur le réseau, ils refusent de montrer leur laissez-passer à l'agent situé à l'entrée. Ce dernier ne se laissant pas faire, la destinée de ces disputes n'était très souvent funeste, vu que les Allemands n'hésitaient pas à en venir au point. Le métro devient alors le théâtre de la confrontation entre Parisiens et occupants. Même si l'hostilité des premiers envers les seconds n'est au début pas totalement exacerbée, petit à petit, l'armée du Troisième Reich perd de sa crédibilité en commettant des arrestations arbitraires, en se baladant ivre, en commettant des dégâts, en frappant des civils et même en allant jusqu'à l'assassinat. La résistance émerge alors et le métro deviendra un haut lieu dans le développement et le combat de celle-ci. Des affiches seront collées, celles de Vichy arrachées, des journaux et des tracts distribués, et cela ne s'arrête pas là. Des attentats sont perpétrés, des bombes déclenchées, des pannes provoquées, des freins déconnectés, tout cela pour faire chier l'occupant qui nous a dérangés. À Pelleport, où nous nous trouvons actuellement, Lucien Noël, le chef de station, a, dès 1940, commencé à regrouper des amis afin de former un groupe de résistants nommé la France Libre. Il sera retrouvé par les Allemands et fusillé en 1942 sur le Mont Valérien. Une demande de changement de nom de la station en son honneur a été faite, mais finalement, uniquement une plaque est là aujourd'hui pour le commémorer. Malgré la création de groupe dès 1940, l'événement qui est considéré comme le premier acte de la résistance armée aura lieu 1 an plus tard, et comme vous vous en doutez, dans le métro parisien. 21 août 1941, 8h, ligne 4, station Barbès-Rochechouart. Alphonse Moser, aspirant de la Kriegsmarine, s'apprête à monter dans le train. Sur le quai, Pierre Georges, de son surnom Colonel Fabien. Accompagné de 3 autres militants communistes, il s'apprête à réaliser le premier acte de résistance armée dans la France occupée. L'opération est bien préparée. Les 4 vingtenaires ont choisi la station Barbès, très courbée, ce qui coupe la visibilité, et la fuite depuis là est possible par de multiples issues, dont la ligne 2, juste au-dessus. La date n'est pas anodine non plus, pile 2 mois après le déclenchement de l'invasion de l'Union soviétique par les nazis.
la solution de pousser l'officier sur les rails a été écartée par les jeunes pour que la piste accidentelle ne puisse être retenue. 2 coups de feu retentissent, Alphonse s'écroule. Fabien venait de lancer la résistance populaire armée, faisant la fierté du Parti communiste français depuis lors, et ce, sur les quais du métropolitain. Des 3 prolongements en chantier avant la guerre, ceux de la 5 à Pantin et de la 8 à Charenton parviennent à ouvrir en 1942. Le 1er janvier de cette même année, la CMP se voit confier tout le réseau de bus parisiens, amorce de la création de la RATP. La STCRP, Société des transports en commun de la région parisienne, cesse d'exister après seulement 20 ans. C'est aussi en 1942 que les personnes juives, obligées de porter l'étoile jaune, sont forcées à n'utiliser que la dernière voiture des métros, tandis que la voiture de première classe est rendue gratuite pour les officiers de la Wehrmacht. Tout au long de la guerre, le trafic du métro ne cesse de s'accroître, mais la pénurie de charbon pousse à des limitations draconiennes de la consommation d'électricité. Des stations ferment, l'éclairage des quais et des trains est très limité et les escalators sont mis hors service. Dès 1943, Paris est violemment bombardé. Comme lors de la Grande Guerre, les stations les plus profondes sont utilisées comme abris anti-aériens lors des alertes. D'autres, moins profondes, sont endommagées par les bombes qui tombent sur la ville, comme Billancourt lors d'un raid contre les usines Renault voisines. L'aviation n'utilisera heureusement jamais d'armes chimiques sur la ville lumière, l'efficacité des abris étanches créés dans les années 30 ne sera donc jamais éprouvée. La nuit du 20 au 21 avril 1944, un bombardement américain visant le triage ferroviaire de la Chapelle, afin de couper les moyens de locomotion allemands à la veille du débarquement, fait s'effondrer la voûte de la station Simplon et détruit les ateliers du métro à Saint-Ouen. Des trains entiers deviennent inutilisables. Après le D-Day, le métro souffre encore plus du conflit. En mai, les Allemands réquisitionnent la ligne 11, très profonde, en arrêtent le trafic, lui retirent ses voies et la transforment en grand atelier militaire protégé des bombardements. Le réseau entier pâtit du manque d'énergie, 16 stations sont de nouveau fermées, et en semaine, les trains ne circulent plus que de 6h à 11h et de 15h à 22h, le samedi uniquement de 6h à 13h, et plus du tout le dimanche. Enfin, le 12 août 1944, à 13h, tout le réseau ferme. Alors que les troupes alliées arrivent aux portes de Paris, les employés de la CMP entrent en grève pour saper les Allemands, alors que l'insurrection populaire parisienne commence. Durant cette période, le métro fait partie intégrante du combat. Des tunnels sont creusés par l'occupant afin de relier casernes et hôtels au métro pour se déplacer à l'abri, et de même, il est utilisé par la résistance, par exemple lors du siège de la préfecture de police, où l'approvisionnement est fait grâce à une galerie souterraine reliant son sous-sol à la station Cité. La vie reprend peu à peu un cours normal. Le 11 septembre 1944, le métro est de retour avec des horaires limités, mais dès la fin de l'année, le trafic redevient normal. La ligne 11, elle, ne réouvrira qu'en mars 1945, ses voies ayant dû être entièrement réinstallées. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Contrairement à la France, la CMP n'a rien d'éternel, vu que le 1er janvier 1945, ses dirigeants ayant été jugés trop collaboratifs, celle-ci est dissoute et remplacée par une administration provisoire avant la création de la RATP en 1948. La dure tâche de celle-ci sera de moderniser un réseau n'ayant que très peu évolué en 48 ans, malgré une volonté politique inexistante, un manque de budget énorme et surtout une attractivité en baisse à cause de l'évolution de la voiture. Les années suivant l'armistice, les prolongements entamés avant ou pendant la guerre ouvrent. La ligne 7 atteint Ivry en 1946 et la 13 le carrefour Pleyel à Saint-Denis en 1952. Une ouverture retardée de 2 ans pour attendre l'arrivée du premier matériel roulant moderne de la RATP, le MA, matériel articulé. Ce prolongement sera le dernier avant la période du tout-voiture qui fera obstacle au métro pendant 17 ans. En 45 et 46, 11 stations sont renommées en l'honneur de héros ou d'événements de la guerre. Charles Michel, Corentin Selton, Guy Moquet, Jacques Bonsergent,
Corentin Cariou, Marx Dormois, Honoré d'Estiendorf, Franklin Roosevelt, les batailles de Stalingrad et de Bir Hakeim, et évidemment Colonel Fabien. Sur le plan, ces nouveaux noms apparaissent tandis que d'autres manquent à l'appel. La navette, entre Place des Fêtes et Porte des Lilas, fermée au déclenchement de la guerre, ne réouvre pas, et 8 stations considérées peu rentables restent également closes. Certaines d'entre elles reverront finalement des passagers 30, voire 50 ans après leur fermeture, tandis que les 5 autres tomberont doucement dans l'oubli. C'est donc ainsi que le métro parisien fut engagé dans les 2 conflits mondiaux. Seul moyen de transport, atout stratégique, outil de défense, des vestiges de cette période sont visibles un peu partout sur le réseau, mais ça on en parlera dans la série des secrets des lignes du métro parisien. En attendant, vous pouvez aller me faire un don sur YouTube vu que cette vidéo va être démonétisée par YouTube et vous abonner pour ne rien rater des suivantes. Avant de terminer, j'aimerais remercier mon magnifique cadavre, mais également mon génial cadreur, juste ici, qui m'a aidé pour cette réalisation. Moi je vous dis à la prochaine, salut! Tiens, je me disais bien, il y avait un petit truc là.